Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour la troisième conférence du cycle sur l'éthique et l'IA dans l'éducation. Je vais laisser la parole à Jen Yannick pour introduire cette table ronde. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette troisième conférence du cycle consacrée à l'intelligence artificielle. Donc, la première conférence était, pour rappel, consacrée aux questions de l'égalité des chances. La seconde conférence à la question des données au cadre juridique et éthique. Et donc, nous consacrerons cette troisième conférence à la question de la formation des enseignants aux intelligences artificielles. Donc, pour ce faire, on a le plaisir d'accueillir Michael Bertrand, Laetitia Allegrini, Chiara Andreola et Bertrand Formé pour réfléchir et échanger sur ce sujet. Donc, peut-être une première question que je vais adresser à Michael Bertrand, donc enseignant et formateur et auteur d'un ouvrage qui vient de sortir sur enseigner avec l'intelligence artificielle, donc enseignant dans l'Académie de Normandie, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est bien ça ? Perdu, Dijon. Dijon, mince, bon voilà. Donc perdu. Et donc Bertrand Formé, qui est donc coordinateur numérique référent à Canopé. Peut-être on peut commencer par faire un état des lieux de la formation des enseignants dans vos académies respectives, pour avoir un petit peu une idée de ce qui se passe aujourd'hui à la destination des personnels de l'éducation nationale. Se pose la question dans quel cadre ont lieu ces formations, à quel moment, quel type de personnel sont concernés par ces formations, et bien dans quelle proportion, en fait, ces proportions sont... quelle proportion d'enseignants ou des personnels ces formations touchent. Peut-être pour commencer, Bertrand, Laetitia Allegrini peut-être aussi, que je n'ai pas présenté, d'ailleurs je m'en excuse. Donc Laetitia Allegrini, qui est conseillère pédagogique et spécialiste de l'intelligence artificielle et de l'inclusion. Et j'en profite pour présenter Chiara Andreola, que je n'ai pas présentée également. Donc Chiara Andreola, qui est docteure en sciences cognitives et chef de projet à Evidence B. Donc je vous laisse répondre. Donc, Laetitia Allegrini, s'il vous plaît. Oui, allez, je vais commencer. Donc, c'est vrai que actuellement, la formation, on va dire, sur le territoire est un petit peu, on va dire, variable. On peut peut-être partir plutôt d'un spectre un petit peu plus large, mais parler aussi de l'Europe, puisque le cadre actuel que l'on a vient plutôt, pour l'instant, de l'Europe. Donc actuellement, c'est vrai qu'il y a eu notamment l'UNESCO qui s'est posé la question de la formation des compétences que devaient acquérir les enseignants à l'ère de l'IA. Donc il y a déjà des cadres qui sont posés à la fois pour les enseignants et à la fois pour les élèves. Donc ça, c'est une première étape qui peut donner aussi des pistes. Et puis au niveau national, c'est vrai qu'il y a eu dernièrement le sommet de l'IA, où donc notre ministre a mis en avant des formations qui vont être dédiées à l'intelligence artificielle dès la rentrée, et aussi des formations pour les élèves à partir de la 4e, notamment un PIX qui serait dédié à l'intelligence artificielle. Donc ça sont des pistes effectivement. Et après, au niveau de nos académies, c'est assez varié, puisque moi j'appartiens aussi, je suis chargée de mission à la DRAN PACA. Donc, on fait des formations déjà depuis quelques années par rapport à l'intelligence artificielle. Ça s'est évidemment accéléré depuis l'arrivée des IA génératives. Et on forme différents types de personnel, enseignants et aussi personnel d'encadrement. Voilà, donc un petit peu ce qui se fait actuellement. Après, on pourra davantage détailler. Merci. Et donc, dans l'Académie de Dijon, peut-être, donc Michael Bertrand, si vous pouvez compléter. Bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'invitation, merci Jeanne et merci à Evidence B. Alors, sur l'Académie de Dijon, on a depuis un petit peu plus d'1 an maintenant organisé des formations disciplinaires.
À titre personnel, j'ai été sollicité évidemment pour des formations auprès de mes collègues d'histoire-géographie, mais également en SES. On a également des séminaires qui ont été proposés par les collègues de la délégation régionale au numérique éducatif. Donc là, c'est Stéphane Pigny et Jean-Luc Pernet qui, depuis 2 ans, ont vraiment proposé d'abord des podcasts, puis donc là, on vient de terminer le 2e séminaire annuel qui rassemble plusieurs centaines de personnes. En tout cas, là, pour celui qui s'est terminé au mois de janvier, on était vraiment plusieurs centaines de personnes. Et puis, on commence à recevoir énormément de demandes de formation, d'initiatives locales. Et ces demandes qui émergent et qui remontent montrent là le besoin, à mon sens, d'une réflexion sur une coordination. Alors, pour avoir une réponse nationale ou une réponse académique. Mais en tout cas, on voit bien pour le moment que l'offre qui est proposée ne répond pas totalement à la demande, d'où le fait que les collègues se tournent vers des formations asynchrones, des ateliers en ligne qui sont proposés par exemple par des structures comme Être Prof ou bien par Canopé, ce qui permet de passer la main à Bertrand. Désolé, j'ai eu une coupure, mais je vais suivre. Pour faire le lien entre ce que disaient Laetitia et Mickaël, je pense qu'il y a un panel très grand finalement de modes de formation et de public, parce que je pense que, en tout cas, c'est peut-être une des premières fois où on est tous au même niveau et tous en même temps, à n'importe quel niveau du système éducatif ou dans tous les métiers. Tout ça est très récent, enfin les IA génératives grand public en tout cas, c'est moins de 2 ans et demi. Et donc effectivement, il y a tous ces niveaux, le niveau national avec de la formation en ligne, nous, qu'on peut proposer par exemple avec Canopé, avec Canotech, mais aussi avec Magister, aussi l'offre, enfin la CREIA, qui est un lieu d'échange national où tout le monde peut rentrer et échanger sur les sujets d'IA générative. Donc oui, des webinaires, des ressources aussi qui sont produites. Alors, ça a peut-être été dit, Laetitia, mais au niveau aussi européen, un MOOC, AI for Teachers, qui est en français l'IA pour les enseignants. Et ensuite, Mickaël le disait, les plans de formation via les EAFC, il se trouve qu'on est dans la même grande région académique avec Mickaël. Donc voilà, il y a au plan de formation, la DRAN, Canopé propose depuis 2 ans des formations en Bourgogne-Franche-Comté, et puis ces 2 séminaires dont Mickaël a parlé, et les formations d'initiative locale. Tout ça, on est encore une fois à l'échelle de l'ensemble du système éducatif. Donc les demandes sont énormes, et ça s'organise aussi peu à peu, parce que, encore une fois, n'oublions pas que c'est tout récent finalement, et que les premiers, même si on a commencé très vite un peu partout dans les DRAN, réseau Canopé, début 2023, les premières formations, l'effort de formation est énorme à produire, et les besoins et les envies aussi, c'est surtout ça qui est super intéressant là-dedans, c'est que les collègues enseignants, formateurs, cadres, personnels administratifs ont cette envie à minima de comprendre et d'échanger sur le sujet, et puis d'aller de plus en plus loin dans la découverte. Merci à vous.
Vous avez parlé d'Europe, donc ça fera la transition pour Chiara Andreola, qui a été chef de projet d'un projet Erasmus en collaboration avec des pays européens. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet qui visait donc à accompagner des enseignants dans l'intégration d'approches numériques en classe, notamment avec un module d'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez nous donner des retours, des retours sur ce projet et le retour des enseignants sur cette formation? Oui, donc merci tout d'abord. Et ça fait vraiment bien le lien parce qu'effectivement, c'est un projet européen. Vous avez tous évoqué le regard européen qu'il faut avoir parfois pour parler d'intelligence artificielle. Et Bertrand, vous avez aussi évoqué le projet AIM for pour l'Europe et pour l'intelligence artificielle. Comme Evidence Bay, on a participé à un projet européen qui s'appelle AIM4, qui est l'acronyme de Artificial Intelligence Methodology for Quality Education. Donc, c'est un projet qui a été développé avec différents partenaires dans 3 différents pays. Donc, bon, on peut dire 4 parce qu'il y a la France, bien sûr. Il y a l'Italie, le Portugal et la Bulgarie aussi. Et parmi les partenaires, il y avait des boîtes qui travaillent déjà avec le secteur de la pédagogique, donc déjà avec des écoles. Et il y avait aussi des écoles et des profs qui étaient au final la cible de ce projet. Donc, c'est un projet qui place l'intelligence artificielle, pas l'intelligence artificielle générative, mais ici on parle d'intelligence artificielle adaptative. Donc, l'intelligence artificielle, les algorithmes qu'on utilise ensuite pour créer des apprentissages personnalisés chez les élèves. Et donc, c'est un projet qui place l'intelligence artificielle adaptative au service des profs et des écoles. Donc, un peu l'objectif de ce type de projet, c'est de comprendre quels sont les principes qui sont liés au fonctionnement de l'intelligence artificielle adaptative et de faire comprendre de manière efficace qu'est-ce que c'est l'IA, faire comprendre aux profs qu'est-ce que c'est l'IA adaptatif et faire en sorte que les profs ont les clés pour expliquer et pour communiquer facilement entre eux et aussi avec des élèves. Donc, on parle très souvent d'intelligence artificielle, des algorithmes adaptatifs, mais on a plein de conférences en ce moment qui parlent de ces sujets, mais ça reste toujours très abstrait. Donc, via ces modules, comme vous avez évoqué tout à l'heure, Jeanne, et via ces projets, le prof a la possibilité de toucher de doigt l'intelligence artificielle, de comprendre, de manipuler, de comprendre comment l'intelligence artificielle adaptative marche. Donc, il peut créer des élèves, il peut agir et se mettre dans la posture d'un élève, jouer avec différents profils d'élèves, un élève qui est très faible ou un élève qui est très fort dans des compétences, et voir vraiment quel type de parcours d'apprentissage il va avoir. Donc, il peut vraiment avoir l'expérience concrète et directe de l'algorithme de l'apprentissage adaptatif, pardon. Donc, c'est vraiment donner aux profs la possibilité de tester et de toucher concrètement. Donc, c'était un projet qui était fait sur plusieurs années et j'ai eu la possibilité d'interagir surtout avec les profs qui ont participé à ce projet. Et c'était très intéressant de voir comment il y a des questions qui reviennent dans tous les pays, des inquiétudes parfois liées à l'intelligence artificielle qui sont partagées dans les 4 pays, donc la France, la Bulgarie, l'Italie et le Portugal. Et donc, il y a ce besoin de formation, de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, qui est un peu présent dans tous les différents enseignants qui ont participé au projet et dans tous les pays. Et c'était très intéressant de voir ce retour. Et au-delà de ça, c'était très intéressant aussi de comprendre que les profs ont besoin d'avoir un type de formation qui va vers le concret. Donc, parfois, comme je dis auparavant, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'algorithmes, mais il faut aussi parfois aller vers le concret. Et donc, l'autre retour très intéressant que j'ai eu, c'est que via ce module, via ces projets, les profs, ont pu vraiment comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Merci, Chiara. Bertrand Formé, vous avez donc lancé un groupe de travail avec Canopé sur l'intelligence artificielle. Je crois que ça fait 1 an ou 2, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire quels axes et formations vous avez choisis?
En fait, je vais faire le lien avec ce que vient de dire Chiara. En fait, donc on travaille en groupe de travail interne nationaux au sein de Réseau Canopé et on a, comme tous, regardé avec grande attention l'arrivée des IA génératives grand public et les premières formations début 2023 ont principalement finalement porté sur la compréhension des intelligences artificielles, parce qu'on voit bien, Chiara nous partage une expérience autour des, des IA adaptatives. Ce qu'on a vu arriver en novembre 2022, c'est les IA génératives, qui sont une partie finalement des intelligences artificielles. Et donc c'est vraiment les premières choses, c'est la compréhension, mais aussi comment on pouvait interagir avec ces outils. Et c'est encore des choses qu'on aborde autour de l'instruction, du prompt, et comment on rentre finalement vers les premières générations de contenu. Et puis très vite, bien sûr, aussi la question des compétences à mobiliser, la maîtrise de la langue, la pensée computationnelle, informatique, on va dire, la pensée critique, mais aussi les compétences relationnelles, parce qu'on est aussi dans des outils conversationnels. Et puis, dès le départ, en fait, l'angle principal qu'on a choisi à Réseau Canopé, c'est celui des humanités numériques. Donc, au croisement de l'informatique, des lettres, des arts, des sciences humaines et des sciences sociales. Et en gros, est-ce que, puis si oui, et surtout, comment, dans quel contexte ces technologies pouvaient accompagner la production, le partage de savoir, mais aussi les méthodes, et permettent aussi, on le voit aussi aujourd'hui, et dans tout ce que les collègues enseignants peuvent partager, c'est aussi peut-être aussi la production de nouveaux objets de connaissance finalement. Et donc, nous, on a 4 axes dans ce groupe Humanité numérique en éducation, qui sont les écritures numériques, parce que beaucoup de ces outils sont autour de l'écriture, l'éducation aux données, les communs numériques. On voit aussi qu'il y a beaucoup de sujets qui étaient déjà abordés, qui ressurgissent aussi autour des communs. On voit bien aussi le nouveau paysage finalement des IA génératives avec aussi des outils open source qui sont au niveau d'outils de grandes entreprises propriétaires. Et puis, bien sûr, les IA génératives en éducation. Donc, pour accompagner tout ça, bien sûr, mettre à disposition des ressources. On a commencé très vite à produire des infographies, mais puis ensuite des vidéos, et puis des formations, et puis tout ça partagé aussi avec l'ensemble des acteurs de la formation, qu'ils soient nationaux, la DNE bien sûr, mais bien sûr aussi locaux, via nos directions territoriales, avec les différentes DRAN, et aussi pour le premier degré, les DSEN, etc. Je pense qu'il y a vraiment ce point important, c'est d'être à la fois de la classe jusqu'aux directions nationales. C'est le sujet est tellement vaste que c'est que par un effort finalement collectif et des productions collectives et des échanges collectifs qu'on arrivera finalement à tous ensemble aborder ces évolutions très fortes. Merci Bertrand. Peut-être que Mickaël, vous pouvez compléter ce que vient de dire Bertrand en nous parlant, d'après vous, quels sont les enjeux de la formation et de quelle formation ont besoin les professeurs.
Oui, alors effectivement, moi je rajouterais une petite dimension que je peux rencontrer dans différents établissements, qui consiste à aussi se recentrer sur nos problématiques professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle, moi, il me semble important de prendre ces formations au sérieux. Laetitia nous a dit au début que des annonces ont été faites par notre ministre. On va voir comment est-ce qu'elles vont être concrétisées dans les prochains mois. Mais en tout cas, il y a une vraie attente et à mon sens, on est quasiment sur les enjeux qu'on a pu avoir il y a quelques années autour de laïcité, valeurs de la République. C'est-à-dire que on sentait qu'il y avait, au-delà évidemment des attentats, etc., mais on s'est rendu compte à la suite de ces événements tragiques qu'il y avait une ambiguïté sur les valeurs de la République qui sont dans nos compétences professionnelles, que notre identité professionnelle était interrogée autour de ces notions et qu'il fallait, en tant que communauté pédagogique et éducative plus large, qu'on se mette autour d'une table et qu'on en discute. Et à mon sens, aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que très concrètement, les intelligences artificielles génératives sont en train de venir heurter notre identité professionnelle, sont en train de venir interroger la place et le rôle de l'enseignement dans la formation d'un citoyen et sont en train d'interroger la place et le rôle des enseignants dans la société de manière générale, de l'école dans la société. On a aujourd'hui des journalistes, mais parfois également des discussions, des familles qui nous disent que finalement, aujourd'hui, un bon tuteur avec une intelligence artificielle, d'ici quelques mois, ça va permettre de remplacer un enseignant. Et qui commencent à nous dire que finalement, les absences à l'école, c'est plus si grave que ça. Alors évidemment, je pense que la plupart d'entre nous, on est bien conscient que la réponse est non, qu'évidemment, l'école est et reste pour le moment irremplaçable parce que ce n'est pas seulement un lieu de transmission de connaissances, c'est un lieu de construction sociale, c'est un lieu dans lequel on apprend à vivre en société, on développe des compétences sociales et le vivre ensemble. Et donc, à mon avis, il faut quand même qu'on soit bien clair là-dessus, d'où l'intérêt de prendre le temps d'en discuter avant d'ouvrir les dossiers sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on utilise un prompt, c'est quand même de se dire qu'est-ce qui est en train de nous arriver et comment est-ce qu'on peut répondre à ce phénomène social qui évidemment interroge l'éducation. Oui. Est-ce que Laetitia, pardon. Non, mais vas-y, Laetitia. Allez-y, Bertrand, j'allais oui, je pense que dans ce que dit mais ça vous empêche également de compléter. Dans ce que dit Mickaël, enfin, on peut se dire aujourd'hui clairement que on n'est pas sur un effet de mode et sur des nouvelles technologies qui arrivent et qui repartiront. Et l'angle du fait social, pour moi, il est établi aujourd'hui. Et tout ce qui y a derrière cet angle, c'est aussi des questions d'éthique, d'équité, d'égalité, de compétences, de place, et bien sûr aussi de la place de l'école, des apprentissages. Tout ça c'est des fils qui ont été tirés par l'arrivée de ces technologies. Et la discussion, la compréhension, la découverte, la discussion, elles sont pour moi aussi beaucoup plus importantes que rentrer dans l'outil, quoi. L'outil, bien sûr, il faut y rentrer, il faut découvrir, il faut aller expérimenter, mais ne pas oublier, en tout cas, toutes ces questions qui sont posées depuis 2 ans. Et même, mais ça, c'est le travail encore de Mickaël, des questions même aujourd'hui géopolitiques qui sont aussi sur le devant de l'actualité. On voit bien aussi que plus que des entreprises, c'est aussi des visions du monde qui presque s'affrontent.
Et pour un petit peu compléter les retours de terrain, puisque depuis le début de l'année, j'ai fait énormément de formations à différents publics, que ce soit des enseignants, des personnels de direction, et puis voilà, tout un tas de personnels de l'éducation nationale. C'est vrai qu'au-delà, effectivement, de la compréhension, mais qui me semble aussi nécessaire pour démystifier un petit peu l'intelligence artificielle, parce que c'est vrai que les niveaux de pratique sont très différents en fonction des personnes et de comprendre comment ça fonctionne. Ça permet aussi de dépasser un peu l'aspect waouh de l'IA. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et ça amène surtout ces formations de terrain, justement, aux discussions que vous évoquez, donc Mickaël et Bertrand, hein, c'est-à-dire ces questionnements, parfois ces peurs, ces angoisses aussi des enseignants. Est-ce qu'on va être remplacé? Comment donner du travail à la maison, etc. Donc, quel usage peut-on en faire de façon raisonnée? Et c'est vrai que souvent, ces moments-là sont encore plus importants parce que ces échanges, ces rencontres permettent de voir ensemble comment aborder effectivement cette nouvelle technologie qui ne va pas passer. C'est un petit peu comme l'arrivée d'Internet, hein. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas autant, on n'a pas réussi vraiment à s'emparer de cette arrivée d'Internet, notamment dans le travail à la maison, parce que là on se repose exactement les mêmes questions en fait, hein, donc du copier-coller de Wikipédia et puis là du copier-coller de ChatGPT ou d'une autre intelligence artificielle. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir se questionner et aussi de favoriser cette entrée cognitive et cette envie aussi, donner l'envie d'apprendre encore aux élèves. Comme le disait Merlieu, c'est vraiment ça peut-être la vraie problématique, c'est garder cette envie d'apprendre chez l'élève, qui n'ait pas cette facilité d'aller demander quelque chose à une IA générative. Voilà. Ouais, donc vous soulignez en fait cette question, toute la question de compréhension en fait, et de comprendre vraiment ce changement qu'induit les IA. Mais si on revient un petit peu aux salles de classe et aux professeurs et au concret, hein, parce qu'on a vu aussi que c'était aussi une forte demande. L'IA, pour faire, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA quand on est professeur? Et je vais poursuivre avec vous, Laetitia. Est-ce que vous avez une idée aussi de la proportion des utilisateurs et des usages de ou des intelligences artificielles, en fait, des professeurs? Donc, c'est vrai qu'en tant que professeur, quand je réalise les formations, je leur donne un petit peu un panel de possibles parce que c'est vrai qu'il faut aussi savoir ce dont elles sont capables. Donc, évidemment, elles sont capables de créer du contenu, donc d'accompagner la création de supports pédagogiques, notamment. Elles peuvent aussi créer des activités beaucoup plus interactives pour créer de l'enrôlement chez l'élève. Mais aussi créer des supports visuels, pareil, hein, pour enrichir aussi nos documents, favoriser l'apprentissage personnalisé, permettre aussi d'évaluer les élèves et donc d'avoir un regard un petit peu plus ciblé sur les problématiques des élèves et pourquoi pas mettre en place de la remédiation. Par exemple, ça peut être aussi vecteur d'idéation. On peut s'en servir. Voilà, je veux réaliser un cours, mais mon entrée, je n'ai encore pas vraiment décidé comment la faire. Est-ce qu'elle peut m'accompagner dans ce sens? Donc évidemment, ça peut permettre aussi de simplifier un contenu, de différencier et donc d'enrichir finalement les propositions que l'on peut faire. Donc tout ça, c'est un panel qui peut paraître intéressant en tant qu'enseignant et donc qu'il faut être aussi présenté, même si l'usage raisonné est vraiment la clé, mais il peut y avoir un apport vraiment intéressant. Par rapport aux usages, c'est vrai qu'on avait fait une étude sur l'Académie de Nice pour voir un petit peu les enseignants, combien d'enseignants utilisaient les IA génératives. Donc en avril 2024, il y en avait très peu, mais on a eu une discussion la dernière fois avec Mickaël et qui justement disait qu'il y avait peut-être aussi des personnes qui n'osaient pas dire qu'ils l'utilisaient,
Alors, pour diverses raisons, hein, ça peut être parce qu'ils n'assument pas totalement, parce que bon, ils sont entourés de personnes qui sont un petit peu craintives, ou alors parce qu'ils ont peur que finalement leur métier, enfin leur support ne soit pas vu de la même façon, ou alors qu'on leur demande de faire davantage puisqu'ils gagnent du temps. Voilà, donc il peut y avoir différents panels. C'est vrai qu'il y en a certains qui ne le disent pas encore. Donc ça, c'est vrai que c'est vrai. Après, ce qu'ils en font dans leurs usages, c'est là que je pense que la formation est vraiment importante. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui vont utiliser les IA génératives pour faire des recherches. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ne préconise pas forcément. Parce que voilà, on n'a pas vraiment de source, on sait qu'une IA va toujours répondre, que ça va être une probabilité de réponse, que c'est pas très précis. Et par rapport à sa consommation énergétique, c'est quand même beaucoup plus consommateur que une recherche classique. Donc vraiment, sur cet usage, voilà, ça permet, à travers les formations, d'alerter les personnes, dire que c'est pas forcément la bonne idée. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'en pense. Et puis après, sinon, ça va être des usages de création de contenu, beaucoup. D'images ou de textes, de reformulation, d'idéation, voilà, principalement. Merci Laetitia. Donc vous insistez sur les questions d'acculturation et de compréhension des professeurs, voilà, pour s'approprier ce nouvel outil. Et Michael Bertrand, donc vous avez mené une expérience dans votre établissement, donc à l'échelle de l'établissement et de l'ensemble des personnels, et qui permettait justement de lever des freins que pouvaient avoir des collègues par rapport aux IA et d'expérimenter, qui a permis finalement d'expérimenter à l'échelle des établissements les IA. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et peut-être nous présenter le contexte et ses objectifs? Et vu que le projet a été lancé en début d'année, peut-être un bilan à mi-parcours. Alors, il est même bien terminé, en fait. En fait, ce projet a été mené sur l'année scolaire 2023-2024. Comme Bertrand, moi, je me suis très vite mis sur ces sujets en essayant de voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire avec des élèves, ce que ça allait avoir comme conséquences sur nos pratiques professionnelles. Et donc, mon chef d'établissement, Dominique Javel, m'a contacté à l'été 2023 en me disant je vous propose qu'on en fasse quelque chose au sein de l'établissement avec vos collègues. Donc, je suis dans un établissement qui globalement rassemble entre 80 et 90 enseignants. Et donc, on a décidé de mettre l'année 2023-2024 sous le sceau des intelligences artificielles génératives. On a commencé en octobre avec une étude sur les usages, les représentations. Et d'ailleurs, on s'est à ce moment-là pas limité sur les enseignants. On a fait une étude auprès des usages des enseignants, des élèves, mais on a également interrogé les parents. Ce qui nous a permis déjà d'avoir un cadre de départ. On était un peu moins d'un an après l'arrivée de ChatGPT, OpenAI, donc certains n'en avaient absolument pas entendu parler, certains n'avaient pas du tout essayé, on était vraiment au départ. Et donc, petit à petit, on a accompagné le développement professionnel des collègues. Ça a pris la forme de newsletters régulières pour essayer de donner quelques éléments d'information, quelques techniques, quelques rapports qui avaient été publiés. Puis ensuite, on a proposé des cafés IA le temps de la pause méridienne pour accompagner les collègues dans l'utilisation vraiment très très simple de ces outils. Ne serait-ce que pour accompagner les collègues pendant quelques minutes à l'ouverture d'un compte et tester. Puisque finalement, moi, je me suis rendu compte qu'on en discutait beaucoup. En salle des profs, ça créait parfois certaines crispations, mais parfois avec des collègues qui n'avaient absolument aucune idée de ce qu'étaient exactement ces outils. Donc, on a testé, et puis ça s'est terminé en 2024 avec une journée pédagogique. Donc là, avec la venue d'une experte, en l'occurrence Julie Gounet, puis différents ateliers pour approfondir des thématiques qui avaient été ciblées avec les collègues.
Et c'est à l'issue de cette année de formation qu'on a décidé de poursuivre en 2024-2025. Donc là, c'est le projet qui n'est pas terminé avec les élèves. C'est-à-dire qu'on a décidé de passer à la phase 2 et cette fois-ci, on a une équipe de collègues suffisamment formés et informés pour mettre en place un module de formation à destination des élèves cette fois-ci. Alors, est-ce que vous avez aussi des retours justement sur les usages des professeurs qui auraient changé suite à cette année de formation interne? Est-ce qu'il y a des pratiques qui ont changé dans l'établissement? Oui, et c'est la raison pour laquelle, dans nos discussions préparatoires avec Laetitia, je disais que parfois, il faut aussi prendre conscience que des collègues n'ont pas envie de le dire tout de suite, puisque moi, dans mon établissement, c'est clairement le cas. C'est-à-dire qu'il y a des collègues avec lesquels j'échange individuellement, régulièrement, et je sais qu'ils l'utilisent, mais ils n'ont pas envie que ça se sache, y compris au sein de l'établissement. Donc voilà, pas de problème tant qu'ils font leur cheminement et qu'on peut continuer à en discuter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que certains qui étaient totalement contre ces outils, qui voyaient ces outils comme des menaces pour leur métier et pour l'enseignement de manière générale, ont fini par un jour pousser la porte d'un de ces ateliers qu'on organisait pendant la pause méridienne et qui, par curiosité, sont venus voir. Et puis, au bout d'un moment, se sont dit, finalement, je le voyais jusqu'à présent comme un outil à destination des élèves et que j'associais essentiellement à de la triche. Maintenant, je le vois aussi quand même comme un levier qui peut me permettre de faire évoluer mes pratiques parce que je sais que les élèves y ont accès, mais aussi parce que, pourquoi pas, ça peut me permettre d'être beaucoup plus efficace dans la réalisation de certaines tâches, dans la réalisation de certaines activités. Donc, ça peut me faciliter la vie dans ma pratique professionnelle au quotidien. Merci. On vous demandait, Mickaël, vous pouvez préciser, c'est en collège ou en lycée? On l'a pas précisé. Là, moi, je suis en lycée. En lycée, voilà, parce qu'il y avait une question dans le chat. Merci. Et justement, sur la question des exemples concrets, donc j'en viens au concret et des bénéfices de l'usage de l'IA pour améliorer des points. Et là, je pense à l'inclusion, puisque Laetitia, vous êtes spécialiste sur cette question-là. Peut-être peut nous donner des exemples plus précis et concrets sur ces bénéfices. On ne vous entend pas, Laetitia? Je crois que le micro est coupé. Ouais. Pardon. Oui, je disais, dans notre mission de conseillère pédagogique pour l'école inclusive, maintenant on parle davantage d'école pour tous, c'est vrai que l'utilisation de l'IA fait sens, donc elle peut favoriser l'inclusion. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment d'accessibilité des apprentissages. On est tous concernés par énormément d'élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers dans nos classes, qui sont identifiés ou pas d'ailleurs, et qui se retrouvent dans des classes qui sont parfois surchargées et où on entend ce questionnement de l'enseignant, oui mais je m'en sors pas, il faudrait que je différencie, pour 12 élèves c'est trop, etc. D'où cet aspect de conception universelle des apprentissages. Et c'est vrai qu'en ça, l'IA peut vraiment aider l'enseignant à construire ses séances et ses séquences parce que ça peut être un véritable appui. Pour donner un exemple concret, je peux transformer ma leçon en proposant des représentations différentes de façon très rapide. À partir de ma leçon, je vais lui demander de me faire une carte mentale, je vais lui demander de réaliser une illustration, ou alors je vais par exemple proposer une transcription audio. Donc là, je vais pouvoir permettre à chaque apprenant d'avoir une entrée différente selon sa façon d'apprendre. Je peux aussi, par exemple, à partir, d'une consigne, lui demander une étape par étape, lui demander à partir d'un exercice de me proposer des parcours différents avec des difficultés différentes. On peut également lui proposer pour un élève dyslexique ou qui a des difficultés de lecture, de transformer un texte en facile à lire, à comprendre.
Donc, il y a tout un panel possible, des choses qui pouvaient être assez chronophages pour un enseignant. Surtout, je pense aux enseignants spécialisés, mais aussi aux enseignants de classe dites ordinaires, qui se retrouvent avec des élèves avec différentes problématiques. Et c'est vrai que ça permet à l'enseignant de proposer quelque chose de plus efficace et vraiment de façon plus aisée, quoi. On a notre compétence d'enseignant, on sait ce qu'on veut faire, on a du mal à le faire, et elle peut nous accompagner comme un assistant, en fait, et d'où sa force. Donc ça, c'est des petits exemples concrets, mais on pourrait en citer d'autres, hein. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup aussi avec les chatbots pédagogiques. Les chatbots pédagogiques peuvent être vraiment des assistants inclusifs et accompagner les élèves dans des tâches complexes, la production d'écrits notamment, ou la simulation d'examen, d'entretien aussi, de langue, hein, simuler des situations de langue. L'IA va s'adapter, adapter son vocabulaire à l'élève, et ça c'est une force aussi de pouvoir répondre à ça, alors qu'un enseignant dans l'instant T ne va pas pouvoir le faire, ou alors ça va lui demander énormément de préparation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de regard de l'enseignant et qu'il ne doit pas s'emparer, lui, de l'outil et proposer quelque chose qui lui correspond et qui correspond à ses attentes pédagogiques. Merci. Un compagnon, en fait, ce que vient de dire Laetitia, c'est pas, notre regard sur ces outils, c'est des machines à produire, mais faisons-en des compagnons, en fait, de notre quotidien, et dans les possibles, ils sont assez énormes, oui, de l'idéation, l'analyse de documents, mettre deux documents complexes en lien, par exemple, ou deux ou 50, peu importe, mais faire des liens entre les documents. Bien sûr aussi, Laetitia, tout ce que vous avez pu faire déjà autour de la différenciation, les présentations, toute la créativité aussi autour des outils multimédia. Et même aujourd'hui, la possibilité avec des outils qu'on appelle no-code, dans lesquels on ne rentre pas justement du code informatique, mais grâce aux IA génératives, être capable de créer sa propre application pour son quotidien professionnel, ou pour son cours à partir du langage naturel. Ça, c'est des outils qui sont complètement accessibles aujourd'hui. Mais la base de tout ça, ça reste, et pour moi, autant pour les enseignants que les élèves, toute cette base réflexive. C'est tout ce qu'on a dit au départ. On peut l'appliquer aussi aux élèves. C'est avoir cette discussion, et on a eu la chance de rencontrer, d'échanger avec les élèves de Michael pendant le séminaire Région académique, DRAN et Canopée Rectorat. On voit bien qu'il y a eu ces échanges sur le rapport aux apprentissages, sur l'éthique, sur les biais, sur toutes ces questions qui sont préalables à l'utilisation. Et puis, cet équipement méthodologique, c'est finalement comment, au lieu de finalement le parallèle qui était fait tout à l'heure avec Wikipédia, d'aller chercher l'article et de le copier-coller, et de demander à une IA générative, Claude, Gemini, Mistral, peu importe, de lui demander de nous produire un article finalement sur un sujet, si j'inverse la chose, et que je viens avec ma production, et que finalement j'obtiens ce retour critique sur ma production pour pouvoir l'améliorer, plutôt que demander de produire. Là, on est finalement dans ce compagnon qui est disponible, et si j'ai pas la méthodologie, je peux pas le faire, ça, en fait. Et je trouve que aussi, pensons, oui, dans les utilisations des élèves, potentiellement
elles sont majoritairement à la maison. Et tous ces élèves qui n'ont pas finalement aussi d'accompagnement à la maison, eh ben, ces outils pourraient devenir aussi un compagnon à la maison et un compagnon qui me permettent d'améliorer mes productions. Et pour améliorer mes productions, Mickaël aussi parlait de l'évaluation de la triche, parce que ça a été aussi un gros focus médiatique, le plagiat, la triche. Je pense qu'au cœur de ça, il y a le rapport aux apprentissages, le rapport au savoir, le rapport aux apprentissages, et finalement, presque un... alors, je ne sais pas trop comment le définir, mais un contrat académique, c'est pourquoi finalement je suis à l'école et qu'est-ce qu'on y fait et ces compétences que j'acquiers au fil de ma scolarité, pourquoi on me les propose et puis à quoi elles vont me servir aussi, pourquoi elles sont importantes finalement dans ma vie de citoyen et de futur adulte. Oui, donc finalement, on en revient à cette question de la compréhension et du pourquoi et de cette transformation vraiment en amont. Si on en revient un peu aussi aux usages pour aider les enseignants, est-ce que vous auriez des exemples peut-être pour convertir des professeurs qui ne seraient pas encore, essayés aux IA? Donc je pense également Bertrand Formé, vous êtes là, et j'ai vu que Bertrand l'avait mis dans le chat, donc je vous invite à tous regarder le chat et le lien que Mickaël Bertrand a indiqué de une IA par jour, donc le site de Bertrand Formé. Et puis Mickaël Bertrand, qui est l'auteur d'un livre donc sur Janssen avec l'IA, il y a forcément des pépites à partager voilà, en quelques minutes aujourd'hui. Et on laissera peut-être quelques temps pour prendre une ou deux questions de celles et ceux qui nous écoutent. Je pense que la première chose, je pense, c'est l'idéation, en fait. C'est venir avec un sujet qu'on maîtrise déjà un peu et converser avec la machine. Et moi, en tout cas, depuis un bon moment, depuis le début quasiment à chaque fois, en fait, il y a des idées auxquelles je n'aurais pas pensé et que je vais pouvoir fouiller. Et puis après, la recherche dirigée avec les nouveaux modèles, entre guillemets, avec raisonnement, qui permettent aussi d'aller fouiller des sujets, mais encore une fois, des sujets qu'on connaît un petit peu au moins, parce que, encore Laetitia le disait, ça reste des outils basés sur la probabilité, des outils qui seront là pour, de toute façon, répondre. Donc si votre instruction et le prompt est moyen, la réponse sera moyenne. Donc, si vous n'avez pas non plus une base de connaissance du sujet, potentiellement, la machine aura répondu, mais aura répondu des bouts de mots et des mots les uns à côté des autres. La machine n'a pas de vision du monde, il n'y a pas de sens. C'est une machine à produire. Donc vraiment, pour moi, les premières étapes, c'est l'idéation, la recherche, l'analyse de documents, le regard critique sur une critique entre guillemets encore, sur une production qu'on apporte, et puis aussi tout ce qui est modélisation. Je trouve ça aussi, cette démarche aussi super intéressante d'arriver avec un sujet qu'on maîtrise, mais qu'on a besoin de mettre en forme et d'organiser, etc. Ça c'est vraiment aussi des sujets qui me semblent importants. Merci. Est-ce que Mickaël Bertrand, vous souhaitez compléter ? Alors oui, et je pense qu'on est tout à fait d'accord et avec Laetitia et avec Bertrand. Là, on a utilisé l'expression d'idéation. Moi, j'ai tendance à utiliser l'expression d'assistant pédagogique. Pour moi, les intelligences artificielles peuvent être des assistants pédagogiques.
ça nécessite du coup, comme le disait Bertrand, de partir de nos besoins de départ, de jamais partir de l'outil, mais de partir de nos besoins et ensuite de partir également des stratégies pédagogiques éprouvées. La taxonomie de Bloom, l'effet test, la coopération, l'alignement curriculaire. Donc, autant de choses qui ont été étudiées par les sciences de l'éducation, par des sciences cognitives et qui nous disent que c'est efficace pour organiser nos enseignements. Sauf que, dans le quotidien, on sait que ça nécessite souvent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Or, l'avantage, c'est que ces stratégies pédagogiques, quand on les implémente dans une intelligence artificielle, et qu'on lui dit fais-moi une évaluation selon la taxonomie de Bloom révisée de 2001, on a une belle proposition. Une belle proposition sur laquelle nous, on va pouvoir exercer notre esprit critique, on va pouvoir relire, on va pouvoir l'adapter en fonction de notre contexte d'enseignement, en fonction de notre identité professionnelle, de nos choix qui nous appartiennent. Et donc, là, on utilise l'intelligence artificielle de façon adéquate, à mon sens. Et c'est la raison pour laquelle moi, je crois assez peu à ces outils qui sont en train de se développer et de se diffuser, qui sont un peu des outils clés en main à destination des enseignants. Parce que ces outils clés en main, ils nous promettent de nous fournir une séquence clé en main, une séance, une activité, une évaluation, mais sans jamais nous permettre de regarder ce qu'il y a sous le capot. Mais alors, du coup, ça veut dire qu'on fait confiance à un tiers extérieur pour réaliser des fiches d'activité sur lesquelles nous n'avons plus le contrôle. Et ça, ce n'est absolument pas la direction que moi j'ai envie de donner à mon métier. Et donc, c'est une des raisons qui a motivé l'écriture de l'ouvrage que vous avez évoqué. C'est-à-dire qu'en aucun cas, moi, mon objectif était de faire une espèce de collection de prompts pratiques et clés en main à destination des enseignants. L'idée, c'est de les accompagner dans leur développement professionnel pour leur dire qu'ils ont des compétences, ils ont une formation qui leur permet de trouver les réponses adéquates aux problématiques professionnelles qu'ils rencontrent sur le terrain dans leur classe, et l'intelligence artificielle peut être mise au service de leurs compétences professionnelles. Et ça me semble vraiment indispensable de respecter cette logique et cet ordre dans l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de nos objectifs pédagogiques. Merci. Je vais glisser une question qu'on a dans le chat. D'ailleurs, je vous invite, et merci Laetitia, vous avez aussi indiqué des ressources et des liens vers une présentation dans le chat. Donc, je vous invite à évidemment regarder les différents liens. Thierry de Vulpia a également mis des liens, donc à les enregistrer. Donc, il y a une question dans le chat que donc, je vais vous adresser, donc, de Yael Julia, qui se demande que répondre à des collègues de master qui craignent un appauvrissement intellectuel et quels conseils pourriez-vous me donner, car je me considère vraiment comme une débutante et trouve l'entrée dans l'IA très chronophage. Alors, c'est vrai que c'est une vraie question, hein, cet appauvrissement intellectuel, et on revient un peu au questionnement par rapport à l'évaluation au travail à la maison, c'est-à-dire comment arriver à faire apprendre en fait les élèves à l'heure de l'IA. Donc, c'est vrai que là, ça questionne et on peut trouver des idées pour pallier à ça. Notamment, ce qui est préconisé, c'est vraiment de travailler sur le processus d'apprentissage. Donc, évaluer le processus d'apprentissage plutôt qu'un résultat final. Pour donner un exemple concret, si on veut travailler une production d'écrit, on peut imaginer faire donc un premier jet de cette production d'écrit en classe et puis ensuite demander à l'élève de retravailler cette production à la maison à l'aide d'une IA qui va être soit un chatbot pédagogique qui est proposé par l'enseignant avec ses critères d'évaluation et qui va simplement donner des conseils de réécriture, mais par rapport à vos propres attentes. Et à ce moment-là, l'élève va réécrire donc son texte et en tenant compte de ses commentaires. Et l'enseignant va évaluer la trace en fait et l'évolution
de ce travail, ce qui va permettre à l'élève aussi de faire travailler sa capacité de métacognition, donc ce qui est aussi quelque chose de très intéressant. Donc, ça va être davantage dans le processus et dans le parcours qu'il va falloir travailler. J'ai entendu des enseignants aussi qui, par exemple, carrément donnent une consigne à une IA et puis ensuite ils demandent un travail de réflexion par rapport à la réponse de l'IA. Est-ce que cette réponse correspond à mes attentes? Quel plan a-t-il utilisé, etc. Donc, il y a des approches qui peuvent être différentes et ça permet aussi de développer l'esprit critique parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très important de travailler l'esprit critique à l'heure de l'IA, de questionner à chaque fois la source. Donc, voilà, ça peut être aussi une réponse qui peut être apportée à ces inquiétudes. Mais évidemment, il faut que les enseignants s'emparent aussi et considèrent l'IA comme présente et aussi se disent que les étudiants l'utilisent. Donc, en Suisse, par exemple, à Genève, ils ont déjà donné des guides d'utilisation de l'IA aux étudiants. Ils peuvent utiliser l'IA pour construire leur mémoire, mais il faut qu'ils citent leur source comme une source, on va dire, classique d'un livre. Et il y a tout un protocole qui est donné. Donc, c'est vrai qu'il y a des pistes qui existent. À nous de nous emparer de ça et de réfléchir là-dessus aussi. Merci Laetitia. Donc, il y a Mickaël et Bertrand qui veulent compléter. Peut-être Chiara, si vous voulez compléter la question, un bout de réponse à la question sur un conseil sur l'entrée dans les IA qui semble chronophage donc à la personne qui nous a écrit cette question. Est-ce que vous auriez un complément de réponse à Laetitia avant que je laisse Mickaël et Bertrand compléter? Oui, disons que mon idée, c'est comment rentrer dans les IA et comprendre un peu plus les IA. Moi, j'apporte toujours plus le regard des IA adaptatifs et pas trop des IA génératifs. Donc, j'apporte toujours ce regard. Et une manière, c'est d'aller vraiment essayer de tester et d'utiliser des ressources qui ont été créées pour tester comment elles marchent et aller un peu plus dans l'action et comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA. C'est un peu ça mon idée, donc l'idée que je partage. Merci Chiara. Donc, Mickaël. Alors moi, je voudrais effectivement compléter les propos des collègues de Yael qui s'inquiètent. Et effectivement, on a des indicateurs qui nous permettent de nous inquiéter. Moi, j'en retiens deux. On a déjà des premières études qui ont été réalisées dans certains pays avec des élèves qui ont accès à ChatGPT, d'autres qui n'ont pas accès. Et on se rend compte que si on ne sait pas se servir de ces IA génératives, les résultats peuvent baisser. Selon le principe de l'illusion du savoir. C'est-à-dire que finalement, c'est quelque chose qui avait déjà été étudié avec Internet, Wikipédia. L'élève a tellement l'impression que c'est facile de lire, de copier-coller, et donc là, c'est encore plus facile avec une IA générative, et ça semble encore plus pertinent de le faire au regard de la réponse, qu'ils ont l'impression de maîtriser quelque chose, et au final, ils ne le maîtrisent pas plus du tout, et c'est au moment de l'évaluation que l'on s'en rend compte. Donc, d'où, encore une fois, l'intérêt de former nos élèves de manière urgente, et donc évidemment de former d'abord les enseignants, puis les élèves. La deuxième indication qui, moi, m'inquiète énormément, c'est que depuis la rentrée de l'année scolaire 2024-2025, j'ai vraiment vu qu'il y a eu un gap dans l'utilisation des IA génératives par les élèves. Donc, encore une fois, moi, je rappelle que j'enseigne en lycée. Donc, c'est pour ça que finalement, les chiffres qui ont été donnés par notre ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours de 90% des élèves qui l'utilisent, moi, ne m'étonnent pas du tout. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils l'utilisent désormais à la place d'un moteur de recherche, comme le disait Laetitia tout à l'heure. Et donc, nous, derrière, on vient en leur disant, mais attendez, c'est pas du tout le même outil, c'est pas du tout le même processus, c'est pas la même activité intellectuelle, il faut se poser la question de la source, etc. Et eux sont en train de prendre de la distance avec la source, avec l'esprit critique, donc avec l'éducation aux médias et à l'information. Donc, on est en droit d'avoir certaines inquiétudes si on ne répond pas très rapidement
à ces dérives que l'on commence à observer. Merci, Michael. Bertrand. Ouais, moi, tout ça me renvoie à un schéma qu'avait proposé Margarida Romero il y a quelques années déjà entre la consommation passive et la co-construction active, du coup. Schéma qui a été repris par alors j'ai oublié le nom, mais un chercheur, enseignant, chercheur québécois pour l'IA, justement. Et en fait, là, dans ce qu'on décrit là, c'est justement de la consommation passive. C'est en fait, je prends les contenus tels qu'ils sont et je les réutilise ailleurs, quoi. Et c'est comment finalement, et là le centre de tout ça pour moi, c'est l'enseignant et la pédagogie. C'est comment on accompagne jusqu'à cet apprentissage accompagné et collectif aussi. Moi, je pense que on a des outils avec une entrée individuelle, mais je pense qu'on a beaucoup aussi à aller chercher du côté de l'utilisation collective. Parce que c'est aussi cette utilisation collective qui fait marcher la pensée critique. Recevoir finalement une réponse d'un outil, alors qu'elle soit texte ou image, etc. Et le collectif, il commence à 2 pour moi, mais déjà à 2, à 4, à 5, à 10, s'interroger au sein de la classe, s'interroger sur cette réponse et avoir justement cette position réflexive et critique par rapport à la réponse qui m'est donnée. Je pense que là encore, c'est nous, enseignants, formateurs, qui savons le faire, et ce n'est pas la machine qui va le faire. Et je pense qu'il y avait une autre question aussi sur, je fais le lien aussi, alors ça va vous sembler bizarre, mais moi je pense même si j'en publie un tous les jours, je pense qu'il ne faut pas rentrer par l'outil. Parce que l'outil d'aujourd'hui, demain, soit il a changé de version, c'est ça ce qu'on voit depuis un mois, tous les 3 jours, il y a une nouvelle version d'un tel de truc, voilà. Donc soit il a changé de version, soit il a changé de modèle économique, parce que l'outil que j'utilisais gratuitement, eh ben, il est devenu payant. Voire très très cher, jusqu'à des abonnements à 200 € par mois qui sont voilà, donc impossible pour nous, ça c'est sûr. Ou soit même il aura disparu. Donc l'outil d'aujourd'hui, demain il aura un équivalent ou une version plus efficiente. Mais en fait, encore une fois, j'en reviens à la méthodologie et je fais le lien avec la question sur le prompt. Finalement, si on sait comment, et c'est valable pour les enseignants, pour les élèves, pour tous, comment je sais m'adresser, si je sais m'adresser à la machine, peu importe l'outil, je pourrais l'utiliser en fait. Si je sais formuler une instruction, si je sais donner les détails et encore une fois, si je maîtrise au moins un peu le sujet, la réponse qui sera apportée sera potentiellement de qualité. Et qu'elle soit texte, image, etc. Si on demande une image, je sais pas, d'une voiture, bah, encore une fois, outil probablement, j'aurai une voiture de sport bleue au milieu d'une ville. Mais c'est pas ça que je voulais. Mais je l'ai pas formulé. Donc si j'avais eu les billes pour formuler correctement, j'aurais eu une réponse la plus proche de mon attente dès le départ. Et tout ça, en fait, l'outil, vous le trouverez, et il y en a de toute façon des centaines et des centaines. Les outils seront là et ils seront là pour un moment potentiellement. Donc les outils, vous les aurez. Et puis là, du coup, c'est passer aussi par des sélections potentiellement, parce qu'il y a plein de gens, moi j'en fais une, mais il y en a plein d'autres voilà, qui ont déjà finalement élagué pour vous. Ne partez pas comme ça, je veux un outil qui me crée des images, parce que c'est impossible à suivre. C'est impossible, il y en a des tas et des tas. Et entre celui qui va vous permettre
d'avoir plein de modèles différents déjà construits, celui qui va vous permettre de faire du dialogue, etc., etc. Il y en a plein. Donc, basez-vous sur des sélections qui sont déjà faites. Et puis, encore une fois, comme pour les élèves, n'y allons pas seuls et allons-y collectivement. Et échangeons nos pratiques, nos interrogations et nos réflexions. Et c'est comme ça qu'on avancera, je pense, par le collectif, soit en ligne, soit, voilà, la CREIA, on en a parlé plusieurs fois, soit dans des communautés qui peuvent se faire, nous, par exemple, Canopé, les ateliers Canopé, au sein de l'établissement, Michael parlait des formations d'initiatives locales. Prenons tous ces lieux et tous ces moments d'échange pour avancer ensemble. Merci. Donc, le temps de la conférence voilà, touche sa fin. Donc, merci beaucoup, Chiara Andreola, Laetitia Allegrini, Michael Bertrand et Bertrand Formé pour votre participation à cette table ronde et à tous ces échanges, les liens qui sont dans le chat. Vous pouvez retrouver cette conférence et les précédentes conférences du cycle IA et éthique sur le site du café pédagogique et d'Évidence B. Et donc là, vous avez durant 7 heures donc, évoqué différents usages des IA, les formations à disposition et puis les prochaines à venir, puisque vous l'avez bien souligné, on est au balbutiement seulement de tout cela. Vous avez vraiment souligné la nécessité de la compréhension et aussi l'indispensable intelligence humaine, voilà, donc qui peut finalement ne fait qu'évacuer la peur du remplacement des professeurs. Donc voilà, merci beaucoup à vous pour tous ces éclairages, vos analyses, les liens, les réflexions, et à bientôt pour une prochaine conférence. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.